Merci de regarder Balafon Télévision. Excellent début de semaine et bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Autorités traditionnelles et administratives, complémentarité ou soumission. Dans une sortie publique datant d'il y a quelques jours, le sous-préfet de Dembo, département de la Benue, région du Nord Cameroun, a récemment convoqué les chefs traditionnels pour un rappel à l'ordre sans équivoque. En marge des célébrations du 20 mai, fête de l'unité nationale, les garants des coutumes ont été sommés de se plier aux exigences financières et protocolaires des autorités administratives sous peine de sanctions. Un épisode perçu comme une humiliation pour des figures censées incarner l'autorité ancestrale. Dans le FACO, cette fois, le préfet a ordonné aux chefs de premier, deuxième et troisième degré d'occuper obligatoirement les tribunes officielles, faute de quoi ils devront répondre à des demandes d'explications, des injonctions répétitives qui relancent le débat sur le statut des chefferies traditionnelles, pourtant défini par le décret 77/247 du 15 juillet 1977 comme des auxiliaires de l'administration territoriale chargés de seconder les pouvoirs publics dans l'encadrement des populations. Mais entre collaboration et subordination, où s'arrête leur mission ? Le pouvoir séculaire s'efface-t-il progressivement au profit d'une administration centralisatrice, transformant les chefs en simples relais dociles du régime? On aura l'analyse de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau, mais avant, comme tous les soirs, place au journal. En ouverture, les populations de Bomaka, localité de Bouéya dans le département du Fako, région du sud-ouest Cameroun, étaient ce lundi dans les rues pour dénoncer près d'un an d'absence d'électricité, ce malgré des contributions financières répétées. Exaspérés par l'inaction des autorités, certains habitants ont manifesté en exigeant des solutions urgentes face à ce qu'ils qualifient d'abandon injustifiable. Fondrené Marquez revient sur cette mobilisation. Residents of Chief and Miss Bright Streets in Bomaka, Boya, in the Fako division of the Southwest region, took to the streets on Monday to protest the nearly year-long absence of electricity in their neighborhood. Like, if one roughly calculate you can say 1 year, 1 month, because they do contribute 2 times. The smarter way they be even give you the light, maybe make up to 1 month. Despite each household paying 20,000 CFA francs to restore electricity, nothing has been done, forcing them to trek long distances to charge their phones and carry out other electricity-dependent activities. As we roughly estimate that one compound contribute like 20,000, so when they contribute 15. So till now, they never see no light, nothing. Yes, no light, no sticker. So that is why people they gather for here. Na pop on how una so now when light no day, it means water to no day. So how una relieve here when light no day and water no day? Just explain it for me small. Nobody struggle now. They will go find water right that side there. Men, women and children marched across the streets chanting for the return of electricity. They also marched to the residents of the Quarterhead, demanding the restoration of electricity in their neighborhood while lamenting the negative impact its absence has caused them. Et comme annoncé à l'entame, une nouvelle humiliation pour les chefs traditionnels pris à partie par le sous-préfet Jean-Pierre Doumbedika lors des festivités marquant la fête de l'unité le 20 mai dernier. Les chefs traditionnels de Dembo dans la Benue rejoignent la liste non exhaustive des chefs traditionnels ayant essuyé le mépris de l'autorité administrative. Depuis le décret 77/247 du 15 juillet 1977 qui confère aux chefs des communautés locales un statut d'auxiliaire de l'administration, ces chefs n'ont de cesse de connaître des humiliations publiques
en tout genre, comme ceux de Dembo, il y a quelques jours, avant ceux du Sud-Ouest invités à défiler le 20 mai, pancarte à main. Histoire de tension entre autorités administratives et autorités traditionnelles. Rappel de quelques faits avec Julien Anatada et Jéré Sazangé. Majesté, les actes du chef de l'État sont empreints du sceau de la souveraineté. On ne les critique pas, on ne les commente pas négativement. Bon, d'accord. Voilà. Que ce soit un message d'observation de votre part. Ces propos avaient en son temps suscité des débats sur la redéfinition du régime politique camerounais, car pour une démocratie, il est stupéfiant que toute contradiction ou refus, fût-il à l'encontre du chef de l'État, soit un sacrilège. Si les citoyens lambda vivent au quotidien les brimades de la part des autorités administratives, les chefs traditionnels les vivent de plus en plus en mondovision. La vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux est celle dans laquelle le sous-préfet de Dembo dans la Benoué, Jean-Pierre Doumbé Dikar, dans un pamphlet malodorant, reproche aux chefs traditionnels de n'avoir pas donné la totalité du montant demandé comme contribution à la célébration de la fête de l'unité le 20 mai dernier. C'est donc devant le parterre d'invités présents à la place des fêtes qu'il a jugé bon de les apostropher. Je dis bien que, commandant, ils finissent de manger, tous passent à la brigade. Vous me donnez le nom de tous ces messieurs. Celui qui n'est pas là, nous allons le ramasser. Il va dormir au parquet. Alors, même s'il va dormir, il va se cacher au Niger. Nous n'allons pas continuer comme ça. Quand on vous dit de contribuer, contribuez. Des fois aussi, l'autorité administrative a subi la réaction vive des chefs. L'on se souvient qu'en août 2020, le sous-préfet de Campo dans le sud avait dû faire face à la colère de Sa Majesté Irène Évident Ango. Cette chef du village à Kak avait érigé des barricades sur la route où transitaient des camions pour protester contre l'exploitation de la forêt sans bénéfice pour le village. Le sous-préfet n'avait pas réussi à lever les barricades malgré la présence des forces de l'ordre, Sa Majesté Évident Ango ayant rappelé au sous-préfet qu'il n'était pas son supérieur hiérarchique mais son collaborateur. Différentes situations de tension qui invitent à l'arbitrage du législateur sur la politique de la décentralisation et de la déférence que se doivent les différentes autorités dans leur collaboration. Et elle était attendue. L'identité du candidat à la candidature pour la présidentielle au Cameroun au sein du PCRN, le député Cabral Libi a été investi candidat à cette échéance électorale au cours du 2e congrès ordinaire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale tenu vendredi dernier à Nkolafamba dans la région du centre. Et sur la question de la coalition de l'opposition, il ne s'est pas dérobé. Le reportage de Sébastien Yébé. Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN, a officiellement investi Cabral Libi comme candidat à l'élection présidentielle de 2025. Je vais simplement poursuivre ce que j'ai toujours fait comme président national, c'est-à-dire mobiliser toute la base militante dans l'atteinte de cet objectif, ce qui veut dire que nous devons porter le message, notre vision, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, dans tous les tréfonds de notre pays. Dans son discours d'acceptation, le leader du PCRN a tendu la main aux forces politiques, se déclarant ouvert à une coalition, mais à condition qu'elle soit, selon ses mots, sincère, structurée autour d'un projet commun avec des rôles clairement définis. Parce que si nous devons coaliser, c'est pour faire quelque chose. Une coalition juste pour coaliser n'a pas de sens. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'elles ont souvent échoué. Je ne dis pas que ce n'est qu'à cause de ça. Il faut pouvoir construire un projet commun. Puis, objectivement, définir qui joue quel rôle. Déjà dans la conquête du pouvoir et puis dans l'exercice du pouvoir. Ce n'est pas si compliqué cela. Mais ce qui peut compliquer cela, c'est lorsque il n'y a pas d'objectivité, il n'y a pas d'humilité. Ceux qui n'ont pas de projet, mais qu'ils disent qu'ils n'ont pas de projet. Et qu'ils ne disent donc pas qu'ils se mettent au même niveau que ceux qui en ont. Parce que dans la confusion généralisée, on ne sait plus qui a un projet, qui n'en a pas. Pour nous, au PCRN, c'est fondamental. C'est pour ça que nous prenons la peine, sur 2-3 ans, de publier des ouvrages qui sont des offres politiques.
Le congrès a réuni un large éventail de figures politiques. Des représentants de la société civile et du monde universitaire étaient également présents. Pour certains observateurs, ce congrès marque une étape clé dans la stratégie électorale du PCRN à quelques mois de la présidentielle. Minute présidentielle. Minute présidentielle consacrée à l'examen de candidature. Cette interrogation, quel est le sort réservé au dossier de candidature? Eh bien, une fois que les postulants déposent les dossiers, c'est le début de l'examen par l'organe en charge des élections, Elections Cameroun. En fonction de l'exactitude des informations et de la conformité à la loi, il peut arriver qu'une déclaration de candidature soit rejetée, ce qui ne veut pour autant pas dire que tout est perdu pour le candidat. Roland Sapi. Tout comme pour les candidats à un examen scolaire, les dossiers de candidature à l'élection présidentielle sont minutieusement scrutés par Elections Cameroun. Article 125.1. Le Conseil électoral peut accepter ou déclarer irrecevable une candidature. 2. La notification de la décision motivée du rejet d'une candidature est faite à l'intéressé par le directeur général des élections. Une copie de la dite décision est immédiatement communiquée au Conseil constitutionnel. 3. La décision de rejet d'une candidature ou celle portant publication des candidatures peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Article 126. 60 jours au moins avant la date du scrutin, le Conseil électoral arrête et publie la liste des candidats. Notification en est faite immédiatement au Conseil constitutionnel. Article 127.1. Lorsqu'un candidat investi par un parti politique décède avant l'ouverture de la campagne électorale, il peut être remplacé à l'initiative du dit parti. 2. Le remplacement visé à l'alinéa 1 ci-dessus n'est possible que si la nouvelle candidature est déposée à la Direction générale des élections au plus tard le 20e jour précédant le scrutin. 3. Les candidats indépendants ne peuvent être remplacés. Autrement dit, si un parti politique investit un candidat et que ce dernier décède à 10 jours du scrutin, le parti perd tout. De même, celui qui a réuni les signatures dans les régions pour se présenter est irremplaçable en cas de décès. Il est à noter que le rejet d'une candidature par Elections Cameroun ne veut pas dire que tout est perdu pour lui. Il reste encore une chance, il peut contester la décision devant le Conseil constitutionnel. Suivant l'article 129, les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, au sigle ou au symbole adopté par un candidat, sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour la dite élection dans un délai maximum de 2 jours suivant la publication des candidatures. Article 131. Les contestations ou les réclamations sont faites sur simple requête adressée au Conseil constitutionnel. 2. Le recours n'est pas suspensif. 3. Il en est donné acte par le Conseil constitutionnel. 4. Sous peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués. 5. La requête est communiquée à toutes les parties intéressées par tout moyen rapide, laissant trace puis affichée au Conseil constitutionnel dans les 24 heures suivant le dépôt de la requête. 6. Les mémoires en réponse sont déposées dans les 24 heures suivant la communication ou l'affichage de la requête. Après l'examen des requêtes et les audiences, le Conseil constitutionnel se prononce en dernier recours dans un délai de 10 jours. Précision est faite à l'article 128.1. Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. Ce candidat doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par la présente loi. 2. Ce remplacement doit intervenir dans un délai maximum de 3 jours suivant la décision du Conseil constitutionnel. Ici se pose tout de même une question. Comment peut-on réunir les dossiers de candidature en 3 jours seulement? Minute présidentielle. Dans le reste de l'actualité, ils sont 144 000 à frapper aux portes des universités. Les candidats au baccalauréat de l'enseignement général, session 2025. Dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est plus de 19 000 candidats qui souhaitent intégrer le supérieur. Ce lundi, ils ont affronté les épreuves de littérature, philosophie et d'informatique. Pendant que certains futurs bacheliers redoutaient les mesures prises par leur ministre de tutelle sur les critères d'admission au dit examen, d'autres se sont montrés plus que confiants. Voyons cela dans ce reportage de Franck Roch Tassonka et Loïc Tega.
Ils sont partagés entre détermination, enthousiasme et stress. Ici au sous-centre du lycée bilingue de Bafoussam à l'ouest Cameroun. À la conquête du baccalauréat de l'enseignement secondaire général, les candidats se livrent à l'exercice de grande restitution du savoir acquis. Très tôt ce lundi 26 mai 2025, les candidats faisaient face aux épreuves de littérature, philosophie, informatique, selon la série. Beaucoup de stress, pas un peu. Nous sommes frustrés, surtout avec la moyenne demandée par le ministre de l'enseignement secondaire. Mais on va se battre. J'ai eu 9 mois pour me préparer, donc je ne pense pas que c'est aujourd'hui que je dois être stressé pour dire que qu'est-ce qui s'est passé, donc tout va bien. Donc je me porte bien, zéro stress. Prêt à affronter les multiples épreuves. Ici, les premières épreuves de la journée se déroulent sans anicroche, en dehors de quelques absences constatées. Au lycée bilingue de Bafoussam, comme au lycée bilingue de Ngouache, quelques places de candidats étaient vides. Nous attendions 664 candidats qui viennent de 6 établissements. 663 candidats se sont présentés. Nous avons un seul absent. Nous pensons que les choses se déroulent bien. Les épreuves ont commencé à temps. Nous avons 2 épreuves pour les 3 séries, la littérature et la philosophie. Toutes les épreuves sont là, tous les candidats. Pour ce qui est des absences, nous en avons dénombré 5 sur les 849 candidats. D'après l'Office du baccalauréat du Cameroun, Antenne de l'Ouest, cette région a présenté au cours de la session 2025 19 274 candidats, repartis dans 56 sous-centres à la quête de ce diplôme qui ouvre les portes du supérieur. Et au lycée classique de Tchang, dans le département de la Menoie, toujours région de l'Ouest Cameroun, les candidats ont été soumis aux fouilles systématiques. Au-delà des poches, les chaussures de certains, en tout cas de tous les candidats, ont été retirées et presque scannés par le chef de centre d'examen pour se rassurer que ces derniers ne traînent pas avec eux les cartouches et autres documents compromettants. D'après Atem des proviseurs du lycée classique de Tchang, ce sont des mesures qui visent à garantir la transparence et éradiquer une quelconque idée de fraude. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Franck Duroc-Tassonka. Nous attendions ce matin 574 candidats. Nous dénombrons à cette heure-ci 6 absents. Les mesures spéciales, comme vous les avez vous-même vues et appréciées, ont été prises. Nous avons tenu, n'est-ce pas, dans la fouille systématique des candidats, à les déchausser pour être sûr que sur les languettes, il n'y avait pas de documents compromettants, parce que nous nous sommes dit hier à la réunion préparatoire avec tous les intervenants que nous ferons tout pour que dans notre sous-centre du lycée classique de Tchang, qu'on n'enregistre pas des cas de fraude. Une première journée d'examen plutôt sereine également dans les sous-centres de la ville de Yaoundé. Les candidats rencontrés, toutes séries confondues, se disent globalement satisfaits des premières épreuves jugées accessibles. Philosophie, français, littérature et informatique étaient au programme selon les séries. Sébastien Oyébé est allé à leur rencontre, son reportage. Le coup d'envoi du baccalauréat de l'enseignement général a été donné ce lundi matin dans l'ensemble du territoire camerounais. À Yaoundé, les élèves rencontrés à la sortie des salles de composition se disent globalement satisfaits de cette première journée d'examen. Aujourd'hui, on a fait 2 matières, philosophie et informatique. Les épreuves sont au niveau de l'élève moyen, donc je pense que ça ira. Ah ouais, c'était là. Il y a pas un truc qui n'est pas venu qu'on n'a pas encore vu. Pour les élèves de la série scientifique, la première journée a été marquée par les épreuves de philosophie et d'informatique. Les terminales D, quant à eux, ont planché sur la langue française, la littérature et l'informatique. Les séries littéraires ont eu gloire au même programme, avec un accent particulier mis sur l'analyse de textes et l'expression écrite. Malgré quelques difficultés exprimées par certains candidats, l'ambiance reste globalement positive. En informatique, qui est ma matière de base, il est bien composé. Je pense que je vais valider ça. Et la littérature et langue, ça m'a vraiment un peu tapé. Bon, ça va aller. Je vais me rattraper demain. Demain, on compose en maths et anglais.
Je pense qu'il va valider ça pour compléter la journée aujourd'hui. Entre espoir, stress et détermination, les candidats semblent prêts à affronter les jours à venir avec confiance. Les épreuves se poursuivent demain avec les disciplines majeures de chaque série. Bienvenue dans la deuxième partie du Grand Plateau. Les chefs traditionnels sont-ils devenus les valets des sous-préfets, préfets et gouverneurs? La plupart de ces administrateurs civils traitent de plus en plus avec arrogance et condescendance les gardiens de la tradition et du pouvoir ancestral, les réduisant presque à des gamins qu'il faut gronder, insulter, intimider et humilier en public pour avoir très souvent refusé d'exécuter des ordres contraires à la moralité publique prescrite par la réglementation en vigueur, à savoir un minimum de courtoisie et de bon sens. Les chefs traditionnels de Dembo, dans la région du Nord Cameroun, ont été lessivés à grande eau par le sous-préfet de cette localité pour avoir refusé de contribuer financièrement pour les festivités de la 53e commémoration de la fête de l'Unité nationale le 20 mai dernier. Et ce, conformément à une instruction du ministre de l'administration territoriale interdisant aux administrateurs civils toute collecte de fonds auprès des élites et personnalités pour l'organisation des cérémonies officielles. La lecture de Jean-Paul Chouniat. En février 2024, le ministre de l'administration territoriale cherchait avec la torche les sous-préfets, préfets et gouverneurs qui extorquent l'argent aux citoyens camerounais pour l'organisation des cérémonies officielles, pourtant déjà financées sur fonds de l'État, et de tous les auteurs masqués de ces pratiques répréhensibles, totalement contraires à l'éthique et la déontologie qui leur ont été enseignées à l'École nationale d'administration et de magistrature, rappelait le ministre Paula Tangandji dans sa correspondance de l'année dernière. Voici un de ces transgresseurs des instructions du patron, Jean-Pierre Ndoumé Dika, sous-préfet de l'arrondissement de Dembo dans la région du Nord. L'homme s'est lui-même livré à Paula Tangandji. Dans de nombreuses localités, ce sont les chefs qui courent derrière la fête, notamment les fêtes comme la fête de la jeunesse. Les chefs courent. Chez vous ici, vous ne savez pas courir. Vous savez seulement vous asseoir, on vous tape le tam-tam. Vous savez seulement vous asseoir, les femmes vous font les salamalek. Après vous faites les enfants, les multiples enfants, et beaucoup vadou là-dehors à ne rien faire. Avec un mépris déconcertant indigne d'un sous-préfet, Jean-Pierre Ndoumé Dikaton vomit des insultes sur des gardiens de pouvoirs ancestraux, les traite de tous les noms d'oiseaux de mauvais augure, jusqu'à oser porter atteinte à leur vie privée, violant la courtoisie républicaine et la décence publique. Le tout dans un cocktail d'humiliation glaçante, servi à chaud au chef traditionnel de Dembo. Je vous dis, faites extrêmement attention. À partir d'aujourd'hui, ne venez plus à mon bureau pour me demander une aide financière. Même vos papiers, avant de les signer, réfléchissez par 2 fois avant de venir à mon bureau. Réfléchissez par 2 fois. Parce que vous nous avez extrêmement dessus. Vous avez continué à avoir la tête dure, comme vous l'avez, comme le caillou. Après avoir copieusement insulté ces centaines de pères de famille et chefs de communautés entières, le sous-préfet Jean-Pierre Ndoumé Dika intimide et menace ses autorités traditionnelles honnêtes qui ont dit trop c'est trop. Même 5 francs, vous n'aurez plus, monsieur le sous-préfet. Et là où cette autorité administrative frise le ridicule d'un excès de zèle et d'abus de pouvoir, sur un flagrant délit de violation des ordres de son patron, c'est justifier sa forfaiture en menaçant de transmettre les noms des chefs indociles à Paula Tangandji, qui a interdit cette pratique peu orthodoxe. J'ai envoyé tous vos noms au préfet, au gouverneur, et je vais les envoyer au MINAT. Nous ne pouvons pas continuer dans ces conditions. Et poussant plus loin le ridicule d'une brimade verbale, Jean-Pierre Ndoumé Dika instruit tous les chefs d'unité de force de maintien de l'ordre de son territoire de compétence de convoquer Dada les chefs traditionnels de Dembo et les auditionner pour un crime fictif collectif qui freinerait la bonne marche de la République et le développement du Cameroun. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous êtes qui? Commandant, ils finissent de manger, tous passent à la brigade. Vous me donnez le nom de tous ces messieurs. Celui qui n'est pas là, nous allons le ramasser. Il va dormir au parquet. Nous n'allons pas continuer comme ça. Quand on vous dit de contribuer, contribuez. Tout compte fait, il ne fallait pas mieux que la une du journal L'Œil du Sahel pour qualifier cet écart de comportement de sortie de route d'un sous-préfet, livré désormais au péril de finir sa course dans un de ces ravins disciplinaires administratifs où l'attendent le moulinex et les serpents affamés de son patron Paula Tangandji. Ô pauvres chefs traditionnels, sont-ils devenus des serpillères sur lesquelles tout Képi Kaki doit désormais essuyer ses pieds? L'analyse de Jean-Paul Chouniat. Et on parle ce soir d'autorité traditionnelle administrative, complémentarité
aux soumissions. On tentera de répondre à cette interrogation au cours de cette émission avec Mbombok Nkoum, homme de culture. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci, madame. Sa Majesté Sombe Ndambwe Ness Ruben, chef traditionnel de Sodiko. Bonsoir. Merci, Majesté. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Bonsoir, Roland Tapi. Bonsoir, Claude. Éditorialiste à Balafon Média. On aura au téléphone depuis Bafoussam, dans la région de l'Ouest, le prince Théophile Tsatita, expert en gouvernance traditionnelle. Mais je voudrais déjà, à l'entame, qu'on commente un peu cette sortie du sous-préfet de Dembo. C'est une sortie récente, puisqu'elle intervient dans le cadre de la célébration, en tout cas des préparatifs de la célébration de la 53e fête de l'unité. On a écouté là, dans l'analyse de Jean-Paul Chouniat, quelques extraits de la sortie du sous-préfet de Dembo. Majesté, vous l'avez réécouté, certainement la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux. Votre impression, votre analyse ou votre interprétation de cette sortie-là? Merci, c'est une situation difficile. Mais je souhaite qu'on prenne le temps pour regarder les choses au fond et puis le thème nous y invite. Nous parlons de Dembo, qui est une ville de la région du Nord, qui a 114 villages, où il n'est pas, où les conditions de vie ne sont pas celles qu'on trouve ailleurs. Et nous parlons là d'un sous-préfet que j'ai le bonheur de connaître. C'est un monsieur qui est plutôt courtois, réservé, qui, contrairement à ce que cette vidéo, cette sortie de piste, j'ai bien aimé le titre du journal, contrairement à ce que ça fait penser, c'est quelqu'un qui est très respectueux de la chefferie traditionnelle. Je le dis parce que je l'ai expérimenté, parce que je l'ai rencontré il y a 2 ans, hein, tout à fait par hasard au Nord, après je l'ai rencontré ici. Donc, c'est quelqu'un qui, en temps normal, ne devrait pas tenir ce genre de propos. Et je vais vous révéler qu'après cet incident, je l'ai appelé. Je l'ai appelé pour exprimer mon embarras par rapport aux propos qu'il a tenus. Il m'a donné des explications. Je dois dire que c'est une situation un peu compliquée, mais dans tous les cas, les responsables doivent éviter ce genre de propos. Mais en même temps, j'espère qu'on en parlera dans les débats, je voudrais convoquer ici une citation du chef de l'État, Paul Biya, qui avait dit: la dignité et le respect ne se décrètent pas. Ils se conquièrent par vos paroles et vos actes de chaque jour, c'est-à-dire votre façon d'être. Dans sa sortie de piste, le sous-préfet a utilisé certains mots, il a donné certaines informations. Je suis un peu embêté d'apprendre que des chefs vont quand même demander de l'argent pour se faire soigner. Quand vous vous mettez dans certaines situations, vous vous exposez à un certain nombre de choses. Ceci n'explique pas cela, mais c'est pour dire, faisons un peu attention, regardons cela calmement, et je pense que tout au long de l'émission, nous pourrons en parler. Mais bon, du fait peut-être de la localité, la position géographique et du contexte, est-ce que des termes différents de ceux qu'on a suivis là n'auraient pas été appropriés? Parce qu'on a eu l'impression, en écoutant la vidéo, peut-être vous me direz le contraire, que le sous-préfet, l'autorité administrative, s'adressait pratiquement à des enfants. Pourtant, il avait en face de lui des garants de la tradition, des personnes, des personnalités qui sont quand même respectées et appréciées par la population. D'un esprit au Mahom, à partir de la perspective d'abord du chef à côté de moi, qui est un jeune frère et ami, pour ma part, c'est une loupée extraordinaire. Parce que là même, je suis effaré, déçu par des propos tenus. Car à l'endroit où on se trouve, avec tout ce monde qu'on connaît, j'ai été au Nord. J'ai bougé au Nord. C'est d'ailleurs grâce au Nord, aujourd'hui par exemple, que là où je rends service à certains individus, j'ai appris à causer le Toubri et le Fulfulde par exemple. Bon, ce qui fait qu'avec ces gens, ils ne sont pas ce que nous pensons.
ils sont immensement sensibles. Et ça va faire une traînée de poudre entre eux et ce ne sera pas si bien. Je pense pour ma part qu'il est grand temps que les gens essaient de réfléchir pour prendre une position afin de lui venir en aide. Parce que les gars sont parfois à un moment donné cyniques. Quand on ne sait pas vivre avec ces gars, non, ils ne s'amusent pas. Il est venu nous prendre pour des torchons. Quand ils se retrouvent en train de parler entre eux, ce ne sera pas ça. Et aussi dans la perspective comportementale, je crois que c'est des loupés extraordinaires, très très mauvaises, dans ce sens que si on ne tient pas à se retrouver et à prendre à bras le corps sa profession, on risque de s'égarer. Mais il est grand temps qu'on essaie de se réveiller. C'est pour ça que moi je reviens toujours sur l'hymne du Cameroun. Quand on dit te servir, que ce soit leur seul but pour remplir leur devoir toujours, non. Le leur là est elliptique. C'est pour ça que je dis toujours, aussi longtemps qu'on va vivre en ce pays, on n'arrive pas à nous, j'insiste qu'on nous ramène au quotidien, dans nos espaces même de service, à comprendre ce que c'est que l'hymne du Cameroun. Ce que les parents ont laissé, l'hymne du Cameroun. Oh, Cameroun, berceau de nos ancêtres. Là, cette traille, c'est l'accomplissement. Vous avez Aoun qui est étincelle de la divinité, Kamer Aoun, le berceau des ancêtres. C'est neuf, c'est l'accomplissement. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il dit là? Donc on a beaucoup à faire. Quand on dit que te servir, que ce soit leur seul but, ou alors que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, c'est profondément métaphysique pour ne pas dire mystique. Ce pays n'est pas ce qu'on croit. Je pense pour ma part que se balancer tout simplement à le taper, c'est moins que ça. Il est grand temps que chacun de nous puisse prendre conscience, parce que ce pays n'est pas ce que nous croyons. On a le prince Théophile Tatita en ligne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Oui, bonsoir. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance traditionnelle. On revient sur cette injonction du préfet du FACO qui oblige déjà les chefs traditionnels d'occuper les tribunes traditionnelles. Ça, c'est les tribunes officielles plutôt dans la région du sud-ouest Cameroun. C'était la semaine dernière. Puis cette sortie du sous-préfet de Dembo qui exige de son côté aux chefs de cotiser pour les manifestations de la fête de l'unité. Parlons donc de la fête de l'unité. C'est le prétexte des différentes sorties. Est-ce que quand on réécoute ces multiples sorties ou quand on lit les documents qui sont en circulation, on peut dire que du fait de ces prises de position, c'était tout de même une célébration de l'unité manquée? Mais disons, on a l'impression d'assister à une cérémonie. Donc, on a du mal à penser que c'est une autorité administrative qui s'adresse à un citoyen, puisqu'il n'est pas souhaitable que le chef traditionnel lui-même puisse s'exprimer aux membres de sa communauté de cette manière. Donc, c'est le chef traditionnel qui est une autorité morale, responsable de sa communauté. C'est très mal vu pour une autorité administrative qui est censée collaborer avec lui pour la gestion de la communauté de cette manière. Donc, c'est une question de civisme. Donc, en dehors du fait qu'il s'agit du préfet et des chefs traditionnels, c'est très mal vu. Mais donc, le décret du 15 juillet 1977 définissait le rôle des chefs traditionnels qui sont présentés comme des auxiliaires de l'administration. Est-ce qu'en lisant ce décret, on peut arriver à la conclusion selon laquelle, l'impression que les autorités administratives donnent, c'est que les chefs traditionnels ont le devoir d'obéir à leurs instructions. Est-ce que c'est ainsi que s'explique ce décret? Non, disons que dans la réalité, l'autorité traditionnelle a une double fonction. Donc, il est déjà représentant de sa communauté, il est une autorité morale, il est une personnalité sacrée, et donc à ce titre, il répond de son peuple. Et puis, maintenant, plus que de nos jours, nos États cohabitent avec des républiques qui ont été créées à la suite des indépendances, l'autorité traditionnelle est censée assurer le relais de l'administration sur son territoire. Donc, c'est une question de collaboration et non une question de commandement. On parle du sous-préfet comme chef de paix, c'est par abus du préfet.
Le préfet, d'ailleurs, lorsqu'on regarde bien, le préfet n'est pas censé, n'a pas d'ordre à donner au chef traditionnel. C'est un collaborateur du chef traditionnel. Donc, et le chef traditionnel, lui, il répond non seulement du ministère de l'administration territoriale, mais aussi du ministère de la culture et de bien d'autres ministères, du fait de la particularité, du fait de ses attributs. Donc, il ne s'agit nullement, n'est-ce pas, d'un employé, n'est-ce pas, de monsieur le préfet, mais d'un collaborateur. Lorsqu'on parle d'auxiliaires de justice, par exemple, ne veut pas dire que les auxiliaires de justice sont des employés, n'est-ce pas, des officiels de la justice. Est-ce qu'il y aurait donc peut-être une mauvaise interprétation de ce décret de la part des autorités administratives? Donc, disons que nous rencontrons les autorités traditionnelles qui sont tout à fait respectueuses des traditions très respectueuses. D'ailleurs, il y a pas une semaine, nous étions à l'installation d'un chef supérieur Balkou, les autorités traditionnelles qui nous ont reçus, qui ont échangé avec nous, qui échangent avec les chefs traditionnels, sont assez respectueux. Donc, on ne peut pas prendre ce cas, n'est-ce pas, de ce préfet qui s'est adressé, si même dans la vie civile, ce n'est pas assez tolérable que quelqu'un s'adresse, un adulte s'adresse à un autre adulte de cette manière. Ça relève du civisme, ce n'est pas une question d'interprétation des textes. Mais je me souviens aussi qu'il y a une note du ministère de l'administration territoriale qui circule il y a quelques années et qui interpellait les préfets, les sous-préfets sur le fait que certains sollicitaient des contributions de la part des autorités traditionnelles. Donc, il ne devrait pas avoir ce genre des exigences, du moins. Mais lorsqu'on parle de la fête nationale, il peut être tout à fait normal que le préfet qui prépare le banquet sollicite ses collaborateurs, les chefs traditionnels, pour qu'ils puissent trouver un régime de bananes, quelques coques. Mais ça, c'est dans les échanges, c'est-à-dire au cours des réunions préparatoires, le préfet, qui s'il veut donner un banquet tout à fait somptueux, peut exprimer les besoins, n'est-ce pas, à ses collaborateurs, ce sont les chefs traditionnels, pour qu'ensemble, dans l'esprit de la fête de l'unité, ils puissent voir comment accueillir les visites, les convives. Il faut en avoir des invités qui viennent d'ailleurs, il faut avoir des invités qui viennent d'ailleurs. Et les chefs traditionnels, les préfets, les sous-préfets peuvent tous collaborer pour organiser quelque chose, pour chacun donnant une contribution. Mais ça ne doit pas être une exigence, mais nulle part. Aucun chef n'est obligé de faire une contribution. Justement. Et puis, ça s'inscrit dans l'ordre des impôts. On n'est plus à l'époque de la colonisation. Justement, quand cette sollicitation devient donc une obligation, une contrainte, est-ce que les chefs traditionnels ont le devoir ou bien la liberté de dire non à l'autorité administrative? Je dis que ça n'a même pas lieu d'être. Un chef traditionnel qui reste dans ses fonctions et dans ses bottes, il n'a pas à répondre à ce genre de sollicitation. C'est-à-dire, au cours de la réunion préparatoire de la fête nationale, ou comme de toute cérémonie, le préfet, le sous-préfet peuvent échanger avec comme je viens de le dire, avec les chefs traditionnels et solliciter de leur part une contribution volontaire. Et ça ne doit même pas se passer par une note ou des instructions. Ça n'a aucun fondement. Qu'en est-il des participations, par exemple, aux cérémonies officielles? On a vu la sortie du préfet du FACO qui demandait aux chefs traditionnels du département d'être présents à la tribune lors de la célébration du 20 mai, d'autres de défiler avec des pancartes. Est-ce que même à ce niveau-là, ils ont la liberté de contester une telle sortie? On a quand même vu la sortie de la House of Chiefs, le conseil des chefs traditionnels du Sud-Ouest, qui a dénoncé en parlant d'humiliation des autorités traditionnelles. Ben, là aussi, vous savez, l'activité du chef traditionnel est réglementée par la notabilité. Il n'est inscrit nulle part que le chef traditionnel doit aller défiler quelque part. Donc, si dans ses attributs, on dit qu'il doit aller défiler, ben, ça aurait pu être permis, mais je pense que les coutumes n'autorisent pas et ne permettent pas le chef traditionnel même d'assister aux réunions de toutes les dimensions. Le chef traditionnel peut être représenté. Si on demande, par exemple, aux chefferies de 3e degré, au groupement, aux chefferies supérieures, ou du moins
aux chefferies traditionnelles d'avoir des représentants dans le décidé. Les chefs traditionnels peuvent tout à fait organiser. Ils peuvent envoyer quelques personnes pour représenter leur chefferie. Et puis, de toute façon, les chefferies sont toujours représentées par des structures, que ce soit les partis politiques, que ce soit les établissements scolaires. Ces établissements scolaires-là sont implantés sur les territoires des chefferies et les résultats font la fierté des faits. Donc, ils sont tout à fait représentés. Mais s'ils devaient intervenir, avoir leurs représentants, avoir des carreaux pour les chefferies, et je pense que les chefs traditionnels désigneraient des personnes qui vont décider. Mais je n'imagine pas que un chef traditionnel, il ne voit pas un bonbon prendre ses attributs pour aller définir sur instruction. Donc, une telle initiative peut être entreprise de leur propre chef. Les chefs traditionnels, vous vous souvenez, il y a quelques années, les chefs traditionnels réunis au sein d'une organisation, du Conseil panafricain, ont tout à fait organisé avec l'accompagnement de l'État des marches. Mais c'est une activité tout à fait volontaire, tout à fait inscrite, n'est-ce pas, dans les missions des chefs traditionnels, des marches pour la paix. Ils peuvent faire des marches pour l'unité. Mais à ce niveau, il faut bien comprendre qu'une marche ou un défilé du chef traditionnel doit s'inscrire dans le cadre des rituels. C'est-à-dire des rituels d'une certaine manière de parler au sol, d'une manière d'arroser le sol, d'une manière... Et ça se fait dans des circonstances bien définies. Et l'initiative doit être prise par les chefs traditionnels eux-mêmes. Donc, je crois que vous avez sur le plateau où il intervient depuis le palais, la Majesté Tombé, qui a tout à fait participé à une telle initiative. Donc, il ne peut pas être demandé au fait de venir décider, pas pour donner le plaisir aux autorités administratives. Les actes de l'exécutif traditionnel sont tout à fait structurés, organisés, et le contexte doit bien scier à une telle démarche. Et donc, les chefs traditionnels font des rituels, les chefs traditionnels font des cérémonies, et on saurait marcher tout simplement pour faire plaisir au préfet, ou bien pour faire foule. Le prince Théophile, l'autre sujet de conflit, c'est parfois la participation des chefs traditionnels aux cérémonies politiques. Est-ce que dans leur rôle et mission, il est clairement mentionné que les chefs traditionnels ont le devoir ou l'obligation de porter par exemple l'écharpe d'un parti ou bien d'apporter leur soutien à un quelconque leader politique? Disons que c'est une question assez délicate. Il faut savoir que le chef traditionnel, comme autorité, et qui aborde le titre, qui est celui de Koukouma, de Ford, de Djanea, c'est une institution. Maintenant, le chef traditionnel, cette entité et cette institution est tout à fait portée par une personne qui peut avoir des désirs, qui peut avoir des choix, n'est-ce pas, en tant que citoyen. Et à ce moment-là, il n'est pas censé agir comme chef traditionnel, mais il doit agir en son propre nom. Pas au nom de ses ancêtres, ni au nom de ses héritiers futurs. Et il peut arriver que le chef, dans une activité d'alerte, dans un mécanisme, puisse jouer un rôle, même avec le soutien de sa notabilité, lorsque, dans ce cas-là, la chefferie peut se trouver en danger. Parce que vous voyez, il peut arriver que le politique veut démonter la chefferie. À ce moment-là, dans les processus et des stratégies qui peuvent être de caméléons ou d'autres systèmes, le chef traditionnel peut tout à fait se lancer dans la politique, mais il s'agira d'un jeu de rôle. Et surtout, dans ce cas-là, il devra agir en tant que citoyen. Donc, tout citoyen a le droit de faire de la politique, y compris celui qui est à la chefferie, mais il ne fait pas cette politique-là en tant que chef d'institution. Et bien évidemment, il doit pouvoir s'expliquer. Pour le chef qui agit pour le compte de sa communauté, il doit pouvoir s'expliquer. On doit pouvoir analyser la situation et voir qu'il y a un intérêt certain. Il y a un intérêt pertinent à ce que lui, il joue un rôle social. Peut-être pour engranger un certain nombre de choses ou pour attirer certaines choses dans sa chefferie.
ou bien pour se défendre des attaques probables qui peuvent venir sous la forme des actions politiques. On va sortir par là, Prince Théophile Tatita. Maintenant qu'il y a de plus en plus ces désaccords entre autorités traditionnelles et autorités administratives, est-ce que l'un peut évoluer sans l'autre? Non, vous voyez que c'est quand même, vous voyez, la Constitution, ça part de la Constitution. C'est-à-dire que la République du Cameroun a été créée et dans sa Constitution, on préserve le patrimoine, on préserve notre culture et le foyer de cette culture, c'était évidemment la chefferie traditionnelle. Donc, si on change la Constitution, on peut évoluer vers autre chose. Mais en l'état, la République fonctionne en protégeant ces chefferies. Et je pense plutôt que les choses évoluent. Parce que quand vous regardez la décentralisation aujourd'hui, il y a un corps. Donc, il y a dans la chambre du conseil régional, par exemple, il y a une chambre des autorités traditionnelles, il y a un collège des autorités traditionnelles. Donc, le souhait pour un certain nombre de chefs, peut-être ça pourrait être la majorité, c'est que au-delà que dans chaque région, on puisse avoir un conseil et au niveau national qu'on ait une chambre des chefs traditionnels qui peut délibérer sur un certain nombre de décisions qui portent notamment sur le patrimoine. Donc, on devrait plutôt voir dans quelle mesure intégrer davantage, dans quelle mesure associer davantage les chefs traditionnels et surtout détacher les chefs traditionnels de l'autorité des ministères, comme le ministère de l'administration territoriale. On peut prendre le cas de certains pays où il y a tout à fait un ministère en charge des questions de coutume, en charge des chefferies traditionnelles. Donc, la République aujourd'hui ne peut pas se défaire de l'existence des chefferies traditionnelles, mais au contraire, il serait bien qu'on évolue pour avoir non seulement qu'on sorte du cadre des associations où on parle du Conseil national pour évoluer vers une véritable plateforme qui peut être un organe consultatif, notamment une chambre traditionnelle, comme on en voit dans certains pays comme en Côte d'Ivoire, mais au-delà de ça, qui est un département ministériel ou ne serait-ce qu'un secrétariat d'État qui s'occupe particulièrement des questions de la chefferie. Je crois que les chefferies traditionnelles devraient, il faut, selon l'intérêt, se départir de l'autorité de la tutelle de certains ministères qui parfois peuvent agir et dont des actions peuvent constituer une menace pour la structure traditionnelle qui est véritablement le socle de préservation de notre patrimoine, le socle de préservation de nos héritages culturels, de nos langues. Et donc, c'est très bien que les chefferies traditionnelles aient tout un ministère pour mieux collaborer avec l'État. Alors, vous êtes sans ignorer les rapports qu'il y a entre les autorités traditionnelles et les chefs de l'État, par exemple, au Cameroun, dans d'autres pays. C'est des rapports quand même assez conviviaux, puisque les chefs traditionnels ont beaucoup de considération pour l'autorité suprême de l'État, pour le chef de l'État. Donc maintenant, il peut arriver que les chefferies traditionnelles soient détachées vraiment des institutions administratives, si on peut les appeler comme ça. Merci, Prince Théophile Tatita. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Je rappelle que vous êtes expert en gouvernance traditionnelle. Bonne fin de soirée à vous. Bonne écoute. Majesté Essombe, vous vouliez réagir tout à l'heure sur le rôle, les missions des chefs traditionnels. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je salue d'ailleurs le prince Théophile Tatita avec lequel j'ai longuement travaillé, nous nous connaissons depuis un certain nombre d'années. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Hein. Vous avez évoqué l'instruction, entre guillemets, du préfet au chef pour venir défiler. Je pense qu'il ne faut pas grossir certains événements. C'est un jeu de rôle, chacun est dans son rôle. Et nous sommes prisonniers d'une société friande de petits clashs. Le préfet ne veut pas une image ou à la tribune, et les chefs sont vides. Il se bat donc pour remplir les places. Bon, c'est la méthode qu'il a trouvée, que j'apprécie pas du tout, mais j'essaie d'expliquer. Mais il y avait menace de sanction derrière. Oui, ça c'est la surenchère, on sait très bien quelle sanction.
C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas donner plus d'écho que ça. Le préfet va avoir sa tribune pleine parce que ceux-là même qui vont dire oui, le préfet menace les chefs, évidemment ils seront les premiers quand la tribune sera vide à dire les chefs ont boycotté. C'est un jeu de rôle. Moi je dis il ne faut pas accorder plus d'importance que ça. Vous verrez qu'il n'y aura aucune sanction. Le préfet, au nom de quoi il va sanctionner. Maintenant je voudrais revenir... Bon, évidemment il n'y aura pas de sanction parce qu'ils se sont présentés à la tribune. Oui, mais enfin ça c'était, je répète, c'était de la surenchère. Hein. Le préfet n'a pas donné ce genre d'instructions. Et les chefs n'ont pas s'y plié. Gardez à mémoire la citation du président que j'ai donnée tout à l'heure. Vous savez, le respect et la dignité ne se décrètent pas. Chacun les arrache. Le préfet essaye d'envoyer des belles images à sa hiérarchie. Ben, les chefs également sont dans leur rôle. S'ils estiment qu'il faut aller à cette fête, ils vont y aller. Sinon, ils vont rester dans leur palais. En tout cas, il est hors de question qu'ils défilent. Personne ne va obliger qui que ce soit à défiler. Donc ça, pour moi, c'est juste un jeu. Maintenant, je voudrais revenir, si vous permettez, sur cette question qui empoisonne un peu l'existence de la chefferie depuis plus de 20 ans. Cette histoire d'auxiliaire de l'administration. Je pense que nous faisons un débat sur un détail. La fonction du chef traditionnel est plurielle. Lorsque le chef traditionnel fait des rites de fin d'année pour que son peuple passe d'une année qui s'achève à une nouvelle année, il agit en tant que guide spirituel. Il agit sur la base des coutumes. Lorsqu'il unit des jeunes pour un mariage, lorsqu'il préside à une cérémonie d'enterrement, il tient cette mission, cette fonction de son statut de chef coutumier. C'est ça qu'il a en principal. Maintenant, et le prince Théophile l'a dit, avec la nouvelle organisation sociale, on lui a ajouté une autre fonction dans un ordre administratif qui vient accessoirement à sa mission principale qui est la coutume. Je prends un exemple. Lorsque le préfet, le sous-préfet, le gouverneur, un ministre écrivent à un chef pour dire « Majesté, bien vouloir informer vos populations qu'il y aura une campagne de vaccination ». Il n'y a pas de coutume dans ça. Il est le relais, il prolonge un rôle de l'administration qui ne lui a pas demandé s'il veut la campagne. On lui dit, informez vos populations qu'il y a une campagne. Donc, il faudrait que nous assumions, qu'on arrête de nous distraire avec ce genre de choses. Le chef est d'abord un chef coutumier, mais il est aussi, et c'est important de le dire, auxiliaire de l'administration, parce qu'il est le relais. Le problème, c'est qu'on interprète, vous n'avez pas d'interprétation, c'est pour ça que je tenais à revenir là-dessus. On interprète en disant, le chef traditionnel est auxiliaire de l'administration. Non, oui. Le chef traditionnel, il est d'abord un chef coutumier, il traîne. J'ai cité toutes les missions qu'il a de la coutume, c'est ça qui est principal. Maintenant, il est aussi, parce que l'administration va lui dire, s'il y a des cas de vol ou de machin, remonter ça à la police, on va lui dire, voilà, il n'y a aucune honte à ça. Le problème, c'est qu'on a renversé les choses. Évidemment, l'administration en premier, parce qu'elle a tout intérêt à ce que le côté auxiliaire prenne le dessus. Mais encore une fois, là, c'est un problème, et le prince l'a dit aussi, un problème individuel. Vous savez, si on enlève aujourd'hui du texte, on enlève auxiliaire. On a dit le chef est un auxiliaire de l'administration. Si tout à l'heure, dans 10 minutes, on enlève auxiliaire de l'administration, le chef fainéant continuera à être fainéant. Alors que même comme il y a auxiliaire de l'administration, le chef dynamique est dynamique. Arrêtons de piloguer, de passer des mois. C'est d'abord une affaire. Chacun doit donner à sa fonction la force qu'il veut. Je reprends une autre citation du chef de l'État que j'aime beaucoup mettre dans mes cérémonies. Il avait dit au comice de Bolova en parlant au chef, il appartient à chaque chef. C'est une citation. Il appartient à chaque chef de donner un contenu et de la valeur à notre chefferie traditionnelle. C'est pas un mot dans un texte. Ce n'est pas un décret. C'est chacun par la vision, par sa proximité avec son peuple, par ses initiatives. Ça, je voudrais qu'on reste sur cet essentiel-là, le reste accessoire. Ça, c'est ce que dit le président de la République. C'est ce qui est sur le terrain. Est-ce que dans la réalité, justement, Roland Tsapi, nous sommes journalistes. Roland Tsapi, est-ce que dans la réalité, dans les faits, c'est exactement ce qui se passe? Parce qu'il y a quand même, à chaque fois, il y a beaucoup de cas qu'on a enregistrés et qu'on a évoqués même sur ce plateau d'ingérence dénoncée de l'autorité administrative sur des affaires traditionnelles. Oui, disons simplement que j'admire la rhétorique de Sa Majesté Ness qui tend à relativiser
les textes, ou plutôt le sens qu'il faudrait donner également à ce texte. Non. Qu'on le veuille ou pas, on est dans une république qui est hiérarchisée, qui est normée. Et il est clair pour tout le monde que quand le sous-préfet, le préfet ou bien le gouverneur, ils sont dans leurs circonscriptions respectives, ils représentent l'autorité de l'État. Et l'autorité de l'État, on ne la met pas en doute, dans le principe. Ce qui veut dire que quand le sous-préfet est en train de s'adresser de manière aussi violente, appelons ici, au chef supérieur, il n'est pas en train de demander leur avis. Il est en train de leur donner des ordres, même de menacer, même de dire que vous, là, vous allez tout de suite, après avoir mangé, c'est quand même extraordinaire ce spectacle qu'on a vécu là, vous allez vous rendre à la brigade. C'est-à-dire qu'on est en train, vous voyez l'image là de ces chefs traditionnels habillés avec tous les attributs. Aller marcher, s'aligner pour attendre devant la brigade d'être entendu sous procès verbal. Ça, c'est ce qui est perçu dès le départ. Et tel qu'il le dit d'un ton menaçant, il n'est pas question que quelqu'un déroge à ce qu'il est en train de dire parce que, oui, on dit auxiliaire, mais vraiment, je peux être dynamique dans je peux refuser d'aller ou pas. Il n'est pas question de refuser à ce niveau-là. Non, du tout. Et donc, on ne veut pas passer par perte au profit ce qui est inscrit dans les textes, comme cette affaire d'auxiliaire, ou bien l'attitude des autorités administratives désormais notée de manière régulière vis-à-vis des chefs traditionnels. Le débat est là. Est-ce que le sous-préfet, tout représentant du chef de l'État qu'il est, ne devrait pas s'adresser aux chefs traditionnels qui incarnent une certaine autorité traditionnelle coutumière avec de la manière? La question est là. Est-ce qu'une communauté, comment est-ce qu'elle supporterait d'entendre ou bien de voir leur chef être traité de cette façon? En réalité, ce qui se passe aujourd'hui est profondément ancré dans le langage et les signes qui encadrent ou bien qui sont tout autour de la fonction préfectorale. Regardez très bien, au moment où on est en train d'installer un sous-préfet dans un arrondissement, qu'est-ce qu'on lui dit? Prenez le commandement. Comme si on parlait à un chef d'unité d'une armée, parce que dans l'armée, justement, le patron doit commander, les autres doivent obéir aux ordres. C'est, comment on dit, honneur et fidélité. Mais quand on vient dire au sous-préfet de prendre le commandement, ça veut dire qu'on lui dit de manière inconsciente de régner sur les populations dont vous avez désormais la charge. Mais c'est dans la suite de l'héritage des colons. Effectivement. Et c'est justement là où il faut pouvoir se départir de cet héritage colonial-là. Parce qu'effectivement, quand les primo-colons arrivent ici, à défaut de s'entendre avec les chefs traditionnels pour avoir la main mise sur leur richesse, ils ont utilisé la force pour les y contraindre. Et ceux qui n'étaient pas politiquement corrects, il faut le dire ainsi, sont allés jusqu'à la pendaison devant leur population. L'idée derrière, c'était de montrer aux populations que celui que vous vénérez comme étant votre guide là, nous pouvons en faire un cadavre devant vous et vous n'avez rien à nous faire. Il est arrivé que les administrateurs coloniaux prennent des chefs supérieurs et les bastonnent devant leur population. Bref, ils étaient dans une logique d'humiliation totale, d'annihilation de leur pouvoir pour enlever toute la substance qui les caractérisait avant et faire des papiers. Et ceux qui étaient suffisamment dignes et voulaient garder leur charisme et leur autorité dans la chefferie, on sait le sort qui leur était réservé. On trouvait les moyens de les écarter de la chefferie. D'autres sont même partis en exil, d'autres sont même immorts. On les écartait et on mettait des chefs politiquement corrects. L'idée étant justement de s'appuyer sur ces chefs traditionnels, pas comme des collaborateurs, mais plutôt comme des agents, parce que c'est ça la réalité. Vous allez voir dans l'histoire coloniale, à un moment donné, pour faire les travaux forcés et tout, les Blancs, ils viennent, ils disent aux chefs, trouvez-nous des manœuvres. Trouve-nous des manœuvres. Le chef est obligé, et dans les documents d'histoire, on donne parfois que les chefs, certains chefs
prenaient ce prétexte pour régler leur propre compte. C'est-à-dire qu'il fallait tout simplement qu'ils aient une mauvaise idée de telle famille qui peut-être a contesté tel ou tel acte. Que quand le blanc vient lui dire de lui trouver des ouvriers, c'est dans cette famille-là le plus qu'on part prendre tous les enfants pour donner aux colons pour qu'il aille faire le job massif, que vous connaissez, les travaux forcés. Plus tard, quand il a fallu pour les luttes d'indépendance, c'est encore les chefs qu'on est venu utiliser comme des agents de renseignement. Ils devaient dénoncer tous leurs sujets qui étaient dans l'UPC ou bien au maquis, ainsi de suite. Et ils n'ont réussi à faire ça qu'après avoir justement enlevé toute la substance qui faisait du chef le chef. Il était devenu plutôt un agent à leurs ordres. C'est de cet héritage-là que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez constater qu'on est parti plutôt de l'administrateur colonial administrateur civil. On a juste enlevé colonial, on a remplacé par civil, mais le fond est resté le même. Quand on voit leur tenue d'appareil, ils sont encore habillés exactement comme les administrateurs coloniaux, c'était à l'époque. Tout cela, comme je disais, ce sont des signes qui donnent, qui confortent le sous-préfet dans l'attitude de commandeur et il doit utiliser le bâton pour le faire. Voilà un peu. C'est l'héritage qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui peut justifier que le sous-préfet, peut-être que dans sa vie, comme le Majesté disait tantôt qu'il a connu le sous-préfet qui fait la une là maintenant, qui est quelqu'un de respectueux, peut-être dans sa vie privée il est respectueux, mais une fois qu'il aborde la tenue du sous-préfet, il devient le sous-préfet. C'est-à-dire celui qui commande et assène sur la tête des chefs supérieurs sans égard, parce que voilà ce qu'on est en train de vivre là maintenant. À côté du rituel de passation de commandement, il y a cette appellation, le sous-préfet qui est chef de terre. Du chef traditionnel et du sous-préfet, qui est véritablement le chef de terre? Peut-être c'est à ce niveau-là que peut se situer le conflit, disons, d'intérêt. Il n'y a même pas de conflit. Il saurait avoir de conflit. Je reprends ce que mon frère ici à côté dit. On continue sous les verbes justement de la colonisation. Rien n'est parti. En Haile Selassie, je le disais en 1467, tant que règne l'ignorance, rien ne peut améliorer le sort des hommes. Quand nous voyons comment nous nous comportons aujourd'hui, il n'y a pas d'égal. La trahison, par exemple, presque à tous les niveaux. Si on ne te pénètre pas pour le détruire, si on sait que je suis d'humeur avec lui dans des bonnes conditions, il ne va pas respirer parce qu'on passera par moi pour pouvoir le détruire. Je crois que c'est eux seuls qui sont garants de la reprise de forme de nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a dans nos villes et tout ce qui s'ensuit, qui peut rassembler? Il a parlé rites, coutumes et autres. Il y a combien qui comprennent quoi? Il n'y a personne qui arrive à comprendre. Quand on dit que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, c'est eux. Il faut aimer, il faut respecter. Dans nos villages anciennement parlant, tu ne pouvais pas, entre 18 et 22 ans, on ne pouvait pas te voir dans le quartier circuler avec deux filles. Vous êtes avec une fille, c'est le chef, on va dire, rendre compte au chef. C'est lui, c'est pas ton père qui va te parler. Tu reviens, il dit, amenez-moi un koum, qu'il vienne ici. Le désordre, tu l'amènes où? Tu n'as pas encore une maison, tu es chez ton père. L'autre jour, on t'a vu avec une fille. Vous avez passé la nuit, tu reviens encore, arrête. On ne se comporte pas de cette manière, c'est leur rôle, c'est divin. Malheureusement, avec l'avènement de la colonisation, on prétend nous avoir remis des choses qui ne sont jamais rentrées. On a fait des facsimilés. Tout ce qu'on a remis au Douala, au Bamileke et autres, c'est du faux. Ils continuent avec cette force que nos parents ont eue à mettre. Et moi, pour moi, c'est ça. Et c'est pour cela que nous, les Mbombok, on va vers... Quand vous me voyez sortir avec une tenue d'apparat, par exemple, c'est parce que j'ai vu quelque chose qui est mal. Je ne viendrai pas demander à quelqu'un qu'il faut qu'on fasse ensemble, parce que ça risque de faire mal aux autres. Malheureusement, quand on vient avec ces attributs, on vient avec le diktat. On impose. Et d'autres n'arrivent pas à comprendre qu'il faut être flexible, stratège. Mais quand on va s'élever de manière logique et sortir de ce carcan d'incompréhension, parce qu'avec la politique aujourd'hui, quand les autres veulent dire non, si vous avez par exemple un pays comme le nôtre, à plus de 300 partis politiques, qui veut régner avec qui? Qui veut gouverner comment? Si on ne se réfère pas à eux, qui doivent nous modeler, nous amener nos us et coutumes, il faudrait qu'on essaie de relever ça. Si on n'est pas en mesure de le faire, ce foutoir qu'on laisse après nous, ces enfants ne pourront pas. Et comme les Blancs sont décidés de faire de nous des objets, ils vont continuer, ils ne s'amusent pas. Ils vont passer par là, on n'existera pas. Il est grand temps qu'on se réveille, donner à nos chefs
traditionnel, la capacité de pouvoir faire du travail et de régenter ce qui va nous permettre de changer demain. Si ce n'est pas ça, on est voué à l'échec totalement. Quelle doit être la nature, en Bambakoum, des relations entre chefs traditionnels et autorités administratives? La relation doit être simple. Par exemple, je prends un effet simple. Nes Numbeke Ndamboke ici, c'est lui qui connaît Sodiko, tout son périmètre. Si lui ne reconnaît pas, le sous-préfet signe tout simplement ce que lui fait apporter. Est-ce qu'il connaît le terrain? Est-ce qu'il connaît le territoire? Non. Lui est là pour observer, orienter et permettre qu'il n'y a pas avilissement. Il y en a qui viennent toujours, aujourd'hui avec la traitise, comme j'ai commencé par le dire. Oh, il a fait que, oh, il est que. Alors que l'ancien père qui était là était méconnu des uns et des autres. Il a le patrimoine dans la main en tant que chef. Il sait qui découle d'ici, qui est là, qui fait comment. Et pas, ça fait des problèmes aujourd'hui de telle manière que si on saute, il y en a qui vont mentir. Arriver jusqu'à Yaoundé pour un titre foncier, on renvoie les gens si on ne vient pas le voir. Mais il dit, vous n'êtes pas passé par moi, monsieur le chef de terre, moi je ne connais pas. Le véritable chef de terre, c'est lui. Mais comme on s'apparente, comme il vient de dire, il y a les noms, les mots utilisés. L'utilisation des mots, c'est ce qui fait de sorte qu'il y a fragmentation et puis on est en train d'aller vers la dérive et ça dérange énormément. C'est vrai qu'il y a le décret qui encadre l'organisation des chefferies traditionnelles, mais est-ce que les chefs traditionnels eux-mêmes ne se sont pas laissés marcher dessus d'une manière ou d'une autre, même s'il y a l'influence coloniale? C'est vrai, mais ce qui a beaucoup plus dérangé, c'est l'influence coloniale. Hein, parce que quand le chef, on parle là-bas que le sous-préfet est ceci, il y a une diminution. Les gens ne se retrouvent pas de la même manière, selon moi, avec ce que je vis. Tant au village qu'ici, on est dans des quartiers, mais on ne voit pas le comportement de la même manière. Il y en a qui veulent courir, beaucoup plus à l'affût du gain, et d'autres qui ne comprennent pas réellement quelle est leur fonction. Il est fort souhaitable qu'on essaie de recycler presque tout le monde, à un moment donné, pour certains chefs profondément requis et engagés, qui se parlent entre eux. Mais malheureusement, il y en a qui vont dire, c'est pas mon problème là-bas, je mange aujourd'hui, je ne suis pas là-dedans. C'est ça qui nous tue aujourd'hui. Il est dit dans le décret qui encadre l'organisation des chefferies traditionnelles que les chefferies traditionnelles sont évidemment sous la tutelle de l'administration territoriale. Mais il y a eu beaucoup de cas, notamment dans la région de l'Ouest, où on a vu des autorités administratives participer ou imposer des chefs à certains villages, à certaines localités. C'est vrai qu'il y a eu à côté des contestations, mais la plupart du temps, ces chefs ont été intronisés par la suite et, on va dire quoi, imposés à la population. D'où ma question de tout à l'heure adressée à Bambakoum, Sa Majesté Essombé. Les chefs traditionnels, vous, chefs traditionnels, vous ne vous êtes pas d'une manière ou d'une autre laissé faire, même si vous disiez tout à l'heure qu'il y a d'une part le traditionnel et d'autre part l'administratif. D'abord, j'espère que tout le monde autour de cette table et les téléspectateurs ont compris que je n'apprécie pas, je n'applaudis pas ce qui s'est passé à Dembo. Ça, j'espère que c'est clair. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait ça, je ne l'applaudis pas du tout. Mais je dis, et ça rejoint votre question, en réalité, il y a une dimension individuelle. C'est-à-dire que le débat pas sur ce plateau, mais le débat que les gens mènent, encore une fois, c'est des mots. On me dit, c'est parce que on a écrit auxiliaire que non. La question que vous posez est essentielle. Les chefs doivent prendre, Mbomboka dit, il faut qu'on donne aux chefs. Non, les chefs doivent arracher. Personne ne donnera rien. Le discours qui a été tenu à Dembo, dans de nombreuses villes de ce pays, les chefs seraient partis. C'est ça que j'appelle. Je n'appelle pas, je ne suis pas membre d'une conflit de pleureurs et de pleureuses. Si l'autorité administrative s'adresse à vous de manière discourtoise, vous vous levez et vous partez. Moi, mon problème est à ce niveau. C'est-à-dire que en 2025, on cite encore le colon. Non. Ok, il a laissé des choses qui continuent. Oui, mais battons-nous pour que ça s'arrête. On ne peut pas passer le temps aujourd'hui à dire parce qu'on a mis... On ne peut pas dire... Le débat sur le sous-préfet, commandant, chef de terre. Bon, et après? Parce qu'on a dit chef de terre, il est venu donner des ordres à Sodiko. Parce qu'on a dit chef de terre, il a dit au faux de Bazou ou de... Non. Nous devons trouver un mode opératoire parce qu'il y a quand même deux ordres différents. D'accord. À un certain moment, on est obligé d'avoir recours à l'administration. Ça aussi, reconnaissons-le.
parce que M. Tchapiké, c'est que j'apprécie beaucoup, si je le prends parce qu'il a fauté quelque part, je l'enferme dans ma chambre là, on va me dire nous sommes dans un état de droit. Il va plus dire les chefs, prenez votre... Vous comprenez, c'est un peu difficile. Il faudrait que nous trouvions le juste milieu. Mais ce que moi je demande à mes pairs, à mes collègues, où qu'ils soient, on nous distrait avec auxiliaire, on nous distrait avec les catégories, les degrés. Vous savez, encore une fois, les degrés, c'est dans l'ordre administratif. J'ai dit tout à l'heure que le chef a tout un volet coutumier qui n'a pas de degré. Et dans la coutume, il n'y a aucun chef. Je parle des chefs traditionnels. Parce que quand vous mettez le degré, il y a des chefs qui ont des degrés, mais qui ne sont pas des chefs traditionnels. Parce que les chefs de quartier, ils ont des degrés, mais ils ne sont pas des chefs traditionnels. Alors que le chef traditionnel, lui, on l'a classifié dans l'obsession. Donc, il faut faire attention avec tout ça. Mais si nous passons le temps, au lieu d'arracher ce qui nous revient, on a parlé tout à l'heure de la politique. Oui, moi je suis pour que les chefs fassent de la politique, mais dans une période précise. Qu'ils aillent et qu'ils négocient avec à toutes les instances un cadre où ils peuvent évoluer. Et après, on les sort dans de la politique. C'est des choses qui sont extrêmement faciles, mais que personne n'acceptera si les chefs eux-mêmes ne vont pas au combat. Je donne un exemple, si vous permettez. Ouais. Imaginez qu'au niveau, on a tout un débat lorsqu'à chaque élection municipale. C'est tel chef qui veut rentrer ou bien qui veut commettre des fils de chez lui. Mais pourquoi est-ce qu'on ne constitue pas tous les chefs traditionnels de la circonscription en collège? Il y aurait donc le collège politique, le conseil municipal, mais on trouverait des passages, les juristes peuvent réfléchir. Ce conseil municipal, quand il prend certaines décisions, il vient donc, le maire, le chef de l'exécutif vient donc présenter au collège des chefs traditionnels, et ils vont trouver un terrain d'entente. À partir de là, aucun chef n'ira plus dans le panier à crabe qu'est la politique. On a dit au conseil régional, les chefs, ils y sont. Oui, mais un conseil, à l'exception du nord-est et du sud-ouest, de 100 membres, il y a 20 chefs. Qu'est-ce qu'ils vont faire passer? Ils sont obligés de discuter. Mais créer la House of Chiefs comme ailleurs, laissez-les de manière autonome. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, mais créer dans les différentes circonscriptions des sièges réservés aux chefs et arriver à l'Assemblée qu'ils siègent en chambre autonome. Pareil au Sénat. C'est faisable. Mais les politiques ne vont jamais accepter ça. Il faut donc que dans un premier temps, et c'est ma conception, pas uniquement la mienne, celle des chefs du vouloir la défendre, parce qu'il faut qu'on aille arracher, personne ne donnera. Qu'on aille au combat, qu'on arrache, et une fois que c'est arraché, les chefs à la commune, au conseil régional, à l'Assemblée, au Sénat, on prend donc un texte qui rend incompatible le statut de chef avec la compétition électorale. C'est réglé, parce que si on ne fait pas ça, et on se contente de dire que les chefs se retirent, on prive la société de plusieurs ressources. Attention, les chefs d'aujourd'hui sont de très grandes personnes ressources. Et on les met en marge du développement de leur circonscription. Problème qui va se poser. Regardez encore une fois dans les communes. Mbombo Keme, prochaine élection, il est battu. M. Tchapi devient maire à sa place. Il va vouloir balayer tous les projets que Mbombo a laissés. Or, s'il y a un conseil de chefs de la commune permanent, on va rappeler au nouveau maire, avant de commencer, fini l'autre. Sinon, nous ne validons pas tes projets. Il y a des solutions qu'on peut mettre qui vont régler le problème des tensions tribales à chaque élection, qui vont régler le problème de la participation du chef à la compétition politique, parce qu'on lui a dit, écoutez, vous avez un cadre, allez discuter entre vous là-bas, laissez les politiques. Mais faisons-le. Pour l'instant, on doit se battre, on doit gagner chaque centimètre. Les politiques ne nous aiment pas beaucoup. Les administrateurs encore moins. C'est pas pour dire que les sous-préfets aiment se faire appeler chefs de terre. On a bien compris le message, mais nous devons résister. Moi, j'appelle les chefs à la résistance citoyenne. J'ai pas dit à la guerre, mais j'appelle les chefs à prendre leurs responsabilités. Quand c'est pas bon avec un administrateur, ben vous lui dites que c'est pas bon. Et puis le reste, on va voir. Résister et risquer un trouble à l'ordre public. Là, je parle comme leur ministre de tutelle, le ministre de l'administration territoriale. Est-ce que c'est possible? Théophile Tsatitsa proposait tout à l'heure une séparation des pouvoirs. Bon, une séparation, hein, vraiment pouvoir traditionnel d'un côté avec son ministère ou bien son association, pouvoir administratif de l'autre côté. On a vu sous d'autres cieux la fonction... il y a eu cette séparation-là, je crois, au Togo, où on a dit que la fonction traditionnelle n'est pas compatible avec la politique. Donc désormais, tout chef traditionnel qui voudrait par exemple se présenter à une élection a le devoir de déposer d'abord ses attributs et de s'intéresser uniquement
à la politique. Est-ce que c'est possible? C'est vrai que Majesté Essombe, il rêve grand. Est-ce que c'est possible dans notre contexte? Non, on ne devrait pas faire ça. Je crois plutôt que ce que le Majesté propose là, ce serait la chose la plus bonne à faire, la plus digeste. Parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas demander à un chef traditionnel qu'il dépose ses attributs qui sont, je vais dire, perpétuels, pour ne pas dire éternels, pour aller courir derrière un mandat de 5 ans. Non, il n'y a pas de sens là-dedans. Par contre, il peut contribuer ou bien peut se constituer en socle, en veille, en gardien de ce qui est en train de se décider là par les politiques. C'est ce qu'il dit. Et je crois que c'est ce qui pourrait être fait pour éviter justement que les chefs traditionnels ne se sentent en marge de la politique tout en étant des vrais acteurs de la politique. Parce que, comme il explique, s'il est question que les délibérations d'un conseil municipal reçoivent l'approbation, un avis, qu'il soit coercitif ou bien un avis qui puisse modifier quelque chose ou pas, mais qu'ils donnent leurs avis, c'est quelque chose d'important pour qu'effectivement ils retrouvent leur autonomie en restant neutres. Parce que le problème avec la politique des autorités traditionnelles, c'est qu'on arrive à des situations où le chef, parce qu'il a telle coloration politique, devient l'ennemi de ces sujets qu'il est supposé protéger parce qu'ils sont de telle ou autre coloration politique. En 2018, vous avez constaté avec un exemple patent dans le village Baham, où le sénateur, qui est le chef supérieur, qui est sénateur du RDPC, ne voulait pas entendre que l'un de ses fils, Maurice Kamto, soit candidat pour challenger son candidat à lui. Ça fait des frictions au point où il y a eu beaucoup... Et c'est ça le danger de ça. Mais si on écarte tout le monde effectivement en disant « Oh, vous, chef traditionnel, vous vous occupez de la tradition et vous regardez également les problèmes de la cité en tant qu'autorité morale et traditionnelle, mais vous laissez les autres qui veulent vraiment se laisser aller dans la gadoue et dans la boue de la politique s'y mêler, là, ce serait très bien. Mais il faudrait en même temps qu'on ne fasse pas comme si la République n'existe pas. Cette République est faite de lois et de règlements qui recadrent les uns et les autres. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est que il n'est pas question que les chefs se mettent à lutter pour arracher un quelconque pouvoir parce qu'ils ne sont pas en guerre avec l'administration territoriale. Au contraire, l'administration territoriale, on demande qu'elle reconnaisse le rôle des chefs traditionnels et le respecte en tant que tel, sans avoir à s'opposer ou bien à se poser comme des adversaires de ceux-là au point où ils soient obligés de lutter pour... Et cette lutte-là est inscrite justement dans les textes, dans le langage, dans tout ça. On peut évacuer effectivement cela. On peut aujourd'hui, au lieu d'installer un sous-préfet en disant « prenez le commandement », on peut dire « voilà, vous avez désormais la responsabilité de la gestion de cette partie du territoire ». Commander, on commande avec la force, il faut le dire ainsi. Mais s'il faut gérer les populations, on procède là, à ce moment-là au management. Donc il faudrait désormais que l'administration territoriale fasse la différence entre le commandement et le management. On a beaucoup évolué aujourd'hui. Le monde est à l'ère du management. Et même du management down floor. C'est-à-dire que les patrons descendent et marchent avec les employés du plus bas niveau pour discuter avec eux, comprendre les problèmes et tout ça. Ils ne viennent plus avec l'autorité verticale. Je dis comme ça doit aller comme ça, ça doit aller comme ça. Ce n'est plus le cas. Or, justement, malheureusement, on ne peut ne pas évoquer ces relents colonial qui subsiste, qui résiste au temps. On dirait même que cette mentalité coloniale, c'est comme un empire qui refuse de mourir en réalité dans la tête de beaucoup d'autres. C'est ça qu'il faut évacuer. C'est cette réforme-là qu'il faut qu'elle soit faite pour permettre à tous ceux qui sont à des positions de pouvoir, d'autorité, de savoir qu'il n'y a personne qui est l'ennemi de l'autre. On est sous-préfet et on est chef traditionnel, tous ensemble pour le bien-être des populations. Quand on a oublié ça, à un moment donné, on commence à s'ériger en opposant l'un de l'autre, bien en adversaire. Et c'est à ça qu'on peut arriver. Donc, de manière définitive, ce qu'il y a à envisager, c'est d'abord le concept, les mots, les termes qu'on utilise désormais dans la gestion de tout ce monde-là. Parce que si on ne fait pas attention et qu'on laisse ces choses-là continuer, et ça, il faudrait qu'on le rappelle effectivement.
ce que le sous-préfet de Dembo faisait là est pourtant interdit. Il y a un an, pas le ministre de l'administration territoriale qui disait non, faites attention. Mais ce qui fait un peu mal ici, c'est que le sous-préfet est en train de s'adresser comme à des enfants au chef traditionnel. Mais déjà, l'acte pour lequel il est condamné est déjà réprimé, interdit et tout. C'est-à-dire que demander à n'importe qui de collecter, de contribuer de l'argent pour l'organisation des cérémonies officielles. Et ce n'est pas seulement au chef traditionnel que cela se fait souvent, même aux particuliers, aux privés. Lorsqu'il y a une fête comme ça, on commence à leur racketter tout le monde parce qu'il faut organiser les cérémonies. C'est ça que le ministre a interdit. Mais non seulement ce n'est pas respecté, mais en plus, il faut venir le faire avec autant d'humiliation pour les chefs traditionnels. C'est là où il faut quand même qu'on respecte la République. Et quand un ministre a dit de faire plus ça, le minimum serait que ceux qui travaillent sous lui respectent cela. Dans plusieurs secteurs d'activité, on parle souvent de mise à jour. Est-ce qu'on devrait également penser à une mise à jour au niveau déjà des chefferies traditionnelles et au niveau de l'administration? Hollande a pu proposer, par exemple, qu'on revoie certains concepts, certains termes qui existent encore dans notre administration. Est-ce qu'on devrait déjà commencer même au niveau de la formation de nos autorités administratives qui passent par les NAM, où on leur apprend un peu ce même système qu'ils appliquent sur le terrain? Refaire le système en passant par quoi, en insistant sur quoi exactement, de votre point de vue, Mbambanko? Le point de vue, pour ma part, est simple. Rassembler les gens, leur parler de ce que nous venons d'évoquer là tout à l'heure. Au lieu de se mettre à se poignarder, on n'en a pas besoin. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, il y a des choses qu'on ne sait pas dire. Il a la stratégie, il a des possibilités, vous avez la capacité. Si on se met à cadre, moi qui ne savais rien, je vais, à partir de votre parler, le langage d'abord, ça va faire assimiler les choses réellement. Malheureusement, comme nous osons le dire, et moi je dis, c'est la colonisation qui est en continuation d'infester tout le monde, avec comme élément de fond le matériel. Tout le monde veut courir auprès des autres parce qu'il pense que non, en allant vers le chef, je vais avoir ceci. Et tu deviens finalement un indicateur. Hein? Tu es même pas un indicateur, mais une espèce d'indique qui fait de sorte qu'à un moment donné, on n'est pas capable de vous comprendre. Rassembler les gens, les regrouper comme parfois ils appellent dans des villages. On dit il y a ceci. À partir du comportement des uns et des autres, on a constaté qu'il y a ceci. Il y a quelques qui savent que l'autre, quand il parle, on sait écouter. Et quand on réunit les gens, comme le recyclage permanent, parce que si on se recycle, c'est comme à la maison. Si monsieur n'est pas à mesure de pouvoir échanger avec madame, les enfants, ce sera une pied traitée. Donc c'est dans ce sens que, au lieu de rester dans la poigne et dire que non, on va taper, on va détruire, on risque de tout détruire et on n'aura pas la capacité de pouvoir reformater ce pays. Bref, l'Afrique même, je dis, les relents de la colonisation sont là encore avec ce qui nous amène aujourd'hui, l'ignorance qui pousse à la trahison qui pousse à quoi? À la mort. Quand on n'est pas d'accord, je me sers de quelqu'un d'autre parce qu'on se connaît. Il n'y a personne qui va assassiner, quelqu'un qui sort de loin ne pourra pas vous toucher. Mais à proximité, la trahison, je détruis. Donc le recyclage est possible. Il faudrait qu'on essaie de mettre ça en exergue. Ceux qui savent qu'ils partagent avec les uns en discutant, on relève les éléments de fond qui nous permettront demain de reprendre le cycle avant l'avènement des Blancs. On avait notre façon de vivre. On avait une capacité d'organisation il y a même des femmes au Bénin, à Dahomey, et puis qu'est-ce qui se passait? Elles se dressaient pour bagarrer. Et qui faisait? Il y a des chefs qui n'avaient que pour armer des femmes. Mais nous, aujourd'hui, on a dilué en croyant que vous n'avez pas de gabarit, alors que c'est faux. Se reprendre, se mettre toujours en question, dire qu'il y a quelque chose à faire avancer, comme il a dit. On peut avancer sans violence, mais avec une stratégie de l'erreur. On va apporter des choses. Est-ce qu'on devrait également penser à peut-être revoir le casting des chefs traditionnels qui de plus en plus se laissent plus ou moins marcher dessus? On sait qu'il y a des gens, le casting est possible, mais il faut savoir, quand il y a une linéarité qui est établie, on ne peut pas tellement bondir là-dessus. Il y a des éléments qu'il faut, il y a des choses qu'il faut. Il y en a qui ne comprennent pas ça. C'est pour ça que vous avez évoqué là tout à l'heure, il y a certains chefs, on échafaude, on prend l'autre à côté de lui, alors qu'au demeurant, il n'est pas de la lignée, il ne sait pas ce que c'est. Quand il vient, ça devient trouble à un moment donné. Et c'est ce qui fait de sorte qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'assassinats dans nos espaces, que ce soit sur le Bamileke, le Bassa, le Douala, ainsi de suite. Et c'est dangereux. On va sortir par là, Majesté Essombe. Le sous-préfet de Dembo, dans sa prise de parole tout à l'heure, a dénoncé ces chefs traditionnels qui passent le temps à aller lui demander de l'argent. Est-ce que les chefs traditionnels ont faim? C'est le résumé de ce qu'il a dit? Ben, si on en juge par ce qu'il a dit, c'est une réalité. Et c'est dommage. Et M. Tchapi tout à l'heure a donné des bonnes pistes d'évolution, de réforme. Je vais
J'espère que les gens vont s'en saisir, mais vous faites bien de m'interroger sur ce qui regarde mon corps à moi, la chefferie. Oui. Je pense que nous aussi, nous avons un gros examen de conscience à faire. Vous n'imaginez pas le nombre de chefs qui eux-mêmes, de manière volontaire, rampent, se mettent à plat ventre devant le premier responsable, le premier administratif qui arrive. C'est inadmissible. Et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, lorsque le sous-préfet se permet de dire des choses, c'est bien, on fustige un peu, bon, c'était pas très bien, la manière et tout, mais quand il dit quand même en public aussi que les chefs sont venus demander de l'argent, il faut quand même que moi je baisse la tête. Et je veux que nous-mêmes, les chefs, nous nous regardions. Un chef doit être digne, même dans sa pauvreté. Il doit être digne et l'encadrement du chef incombe à lui-même d'abord, à sa population ensuite. Mais lorsqu'un chef s'en va, il y en a qui, dès qu'ils voient un premier... J'en connais qui appellent les administrateurs patrons. L'administrateur, je suis désolé, et ils se reconnaîtront lorsqu'ils m'entendront parler. L'administrateur n'est pas le patron des chefs. Bon, il y a une bonne collaboration administrativement, oui, c'est lui qui commande peut-être l'unité administrative, mais j'ai dit tout à l'heure qu'il y a le volet principal des missions du chef, c'est d'abord coutumier, et le responsable administratif n'a rien à voir de ce côté-là. Donc, nous avons des choses à faire, nous devons nous prendre en charge, et je sais que le nouveau président du Conseil national des chefs, le professeur Tchala, est très strict sur ces choses-là, nous lui faisons confiance pour qu'il entreprenne des réformes. Mais si nous-mêmes nous ne changeons pas, en face, ils peuvent changer tous les textes. Nous continuerons à être des rampeurs et des pleureurs et des pleureuses. Prenons nos responsabilités et affirmons-nous. Merci beaucoup, Majesté Sauvé. Merci également, Bobo Koum. Merci Roland Tapi. Merci au prince Théophile Satita qu'on a eu au téléphone. Merci à vous de nous avoir suivis. Le Grand Plateau, c'est la fin. Rendez-vous demain, 19h30.